Bonjour à tous, nous sommes le 21 août. Merci d'être au rendez-vous pour suivre avec nous ce journal, les titres de l'actualité. Un atelier de formation des organisations de la société civile a été organisé à Obok par l'ONG EVA. Également dans l'actualité, Antonio Guterres appelle à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et l'alerte des projets de colonisation en Cisjordanie. C'était les titres place au développement. Le ministre du Budget a accueilli hier mercredi dans son bureau une délégation conduite par la présidente de la Cour suprême, par la présidente de la Cour des comptes de Djibouti, accompagnée de M. Akram Mohli, au magistrat de la Cour des comptes de Tunisie et expert en communication institutionnelle, ainsi que de M. Alain Roger, expert international de l'initiative pour le développement, l'IDI spécialiste en gouvernance et finances publiques. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique 2025-2030 de la Cour des comptes élaboré avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Deux axes majeurs ont été au centre de ces échanges, à savoir le renforcement de la gestion des ressources humaines afin d'optimiser les compétences et améliorer également les efficacités et missions de contrôle. L'élaboration également d'un plan de communication institutionnelle interne et externe. Dans le reste de l'actualité, après les fortes chaleurs, un souffle de clarté s'installe enfin sur toute l'étendue du territoire, à savoir donc Djibouti-Ville et les régions de l'intérieur. Partout dans la ville, les visages se détendent, les gestes ralentissent, chacun savoure cette respiration offerte par le beau temps. Les enfants rient, les anciens observent et les passants s'attardent un peu plus que d'habitude, le temps radieux, ainsi donc un instant qui rassemble les gens dans une même célébration silencieuse, celle de la vie simple, apaisée et partagée où l'ordinaire devient soudain extraordinaire. Et cette interview de la représentante de la JICA, en effet, dans une interview, elle a expliqué que la politique d'aide du gouvernement japonais s'articulait autour de 3 domaines prioritaires. Le premier concernait le renforcement des infrastructures, socio-économique indispensable à une croissance durable. Le deuxième portait sur le développement des ressources humaines considérées comme un pilier essentiel du progrès. Le troisième domaine, a-t-elle précisé, avait le soutien à la stabilisation de la région. En ce qui concerne les infrastructures socio-économiques, elle a indiqué que les efforts du Japon se concentraient sur les équipements jugés nécessaires au développement économique. Elle a cité en exemple la construction en cours du pont sur la route de la Palmeraie. Abordant le secteur de l'éducation, elle a rappelé que le Japon avait contribué activement à l'amélioration de la qualité de l'enseignement, notamment à travers la construction d'établissements scolaires et d'infrastructures éducatives. Parmi ceux qui figuraient, selon elle, le collège secondaire de Fukuzawa, l'école d'enseignement fondamental Nitobe, ainsi que le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. La représentante a également rappelé que la JICA envoyait des volontaires à Djibouti depuis l'an 2000, que l'année en cours marquait le 25e anniversaire de cette initiative. Elle a précisé que plus de 170 volontaires s'étaient déjà rendus à Djibouti où ils avaient travaillé en étroite collaboration avec la population, contribuant ainsi au renforcement des relations entre les deux pays. Elle a par ailleurs souligné la coopération ancienne entre le Japon et les gardes-côtes établis dès leur création. Le Japon a-t-il affirmé contribuer au renforcement de leurs capacités, notamment par la formation des ressources humaines et l'amélioration des équipements, y compris à travers la fourniture de navires et de patrouilles. Évoquant d'autres défis, elle a également indiqué le changement climatique ainsi que le problème qui a été abordé par les biais de projets spécifiques tels que le développement des capacités de l'agence de la météorologie. Enfin, elle a assuré que la JICA continuerait à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement djiboutien.
Je vous le disais dans les titres à Obok, l'ONG EVA, en étroite collaboration avec le ministère de l'Environnement, a organisé un atelier. L'occasion de cette session étant le renforcement des capacités des organisations de la société civile éligibles au programme de microfinancement. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la 8e phase opérationnelle de ce programme, une phase marquée par une ambition renouvelée. Permettre également à ces associations d'élaborer, de gérer, d'évaluer des projets à fort impact en réponse aux défis environnementaux et aux besoins de développement durable des communautés. Pour l'ONG EVA désignée pour conduire cette mission dans la région nord, outillée, c'est donc pour renforcer également leur gestion administrative financière conformément aux normes et aux exigences des bailleurs, les accompagner également dans la mise en œuvre et le suivi de leurs projets afin d'atteindre des résultats mesurables et durables. Prenons la parole à cette occasion. Nous vous proposons de suivre le mot du représentant de l'ONG EVA. Cette formation s'inscrit dans le cadre de 8e phase opérationnelle du programme de microfinancement pour la période de 2025-2028, une phase marquée par une ambition renouvelée, permettre aux organisations de société civile d'élaborer, de gérer et d'évaluer des projets à fort impact en réponse aux défis environnementaux et aux besoins de développement durable des communautés. Pour l'ONG EVA, désignée pour conduire cette mission dans la région nord, c'est à la fois un honneur et une responsabilité. Depuis notre création, nous avons toujours défendu la place essentielle des organisations de société civile comme acteurs des changements et partenaires de développement. À travers cette formation, nos objectifs sont clairs: outiller les organisations de société civile pour renforcer les gestions administratives et financières conformément aux normes et aux exigences de bailleurs, les accompagner dans la mise en œuvre et les suivis et évaluations de leurs projets afin d'atteindre les résultats mesurables et durables, améliorer leurs capacités de communication du résultat pour valoriser leurs actions et inspirer d'autres initiatives, les préparer à accéder au financement disponible, notamment dans les montages des projets, des qualités alignées sur les critères du programme de microfinancement du FEM. Le premier préfet adjoint a également pris la parole suivant un extrait de son intervention. C'est un honneur de participer à vos côtés à cet atelier sur la formation de renforcement de capacités en termes institutionnels, en capital humain et financier, bien sûr. Comme vous le savez, aujourd'hui, les organisations de la société civile jouent un rôle très important dans le développement du pays. Désormais, il est indiqué que les organisations de la société civile, autrefois spectateurs, figés par, bien sûr, l'assistanat, est révolue. Cette époque de l'assistanat est révolue. Désormais, elles font partie des acteurs, bien sûr, du développement du pays et devraient aussi jouer, au même titre que le secteur privé, le moteur de la croissance du pays. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous êtes là à suivre, bien sûr, cette formation, à ce que vous, à votre tour aussi, deveniez les acteurs du développement de la région d'Obok. Sur ce, je remercie les partenaires au développement. Je remercie EVA pour son expertise et le ministère de l'Environnement, bien sûr, ainsi que toutes les organisations de la société civile ici présentes, afin que cette formation soit réussie. Gros plan cette fois sur la sécurité routière à Djibouti. En effet, dans ce numéro, nous montrerons en avant la sécurité routière dans notre pays ainsi que le rôle crucial de la police nationale, de la gendarmerie nationale dans la gestion de la sécurité routière. Reportage.
La sécurité routière est un enjeu majeur pour Djibouti, où la circulation routière est en constante augmentation. Les accidents de la route représentent une problématique sérieuse tant pour la sécurité des usagers que pour le développement économique du pays. À Djibouti, la sécurité routière est une préoccupation majeure pour les autorités du pays. Dans ce cadre, une réunion de haut niveau a été organisée par le ministère de l'Intérieur, réunissant les ministres de l'Intérieur, de la Santé et des Transports. L'objectif étant d'examiner ensemble les enjeux liés à la sécurité routière et aux infrastructures. Cette réunion a permis d'élaborer des mesures concrètes visant à mieux gérer les flux de circulation et à entretenir les infrastructures routières afin de réduire les impacts et les pertes humaines sur les routes. En République de Djibouti, la gestion de la sécurité routière est repartie entre deux institutions. Au niveau de la capitale, c'est la police nationale qui est en charge, tandis qu'au-delà de la ville, c'est la gendarmerie nationale qui assume cette responsabilité. La police nationale joue un rôle fondamental dans la régulation de la circulation et la prévention des accidents au niveau de Djibouti-Ville. Son action se décline en plusieurs axes. Chaque jour, plusieurs centaines de policiers et policières sont déployés le long des grandes artères de la capitale et effectuent régulièrement des opérations de contrôle pour vérifier le respect du code de la route, notamment en ce qui concerne l'alcool au volant, le port de la ceinture de sécurité ou encore l'utilisation des casques pour les motocyclistes. Mais malgré tous les efforts déployés et le nombre conséquent d'agents présents dans les rues, la sécurité routière demeure une préoccupation en raison des impacts liés à la circulation. Abdelkader qui nous fournit plus de précisions à ce sujet. La sécurité routière est une préoccupation majeure à l'échelle mondiale, non seulement à Djibouti, mais à l'échelle mondiale. À titre d'exemple, chaque année, plus de 1,3 million de décès sur nos routes et plus de 50 millions de blessés par an. La réunion ministérielle qui s'est tenue il y a quelques jours, justement, avait pour but de renforcer ces mesures, parce que c'est un ensemble de mesures qui visent à préserver la sécurité des usagers de la route. Elle consistait à renforcer ces mesures et à revoir le code de la route. À Djibouti, aujourd'hui, nous avons plus de 6 000 véhicules par an qui sont mis en circulation. En 2022, on avait plus de 3 200 accidents. Cette année, au mois de juillet, nous sommes déjà à plus de 2 000. Donc, pour résoudre, bien sûr, à court terme ou à moyen terme, ce problème, il faut que tous ces départements conjuguent leurs efforts de manière à endiguer cette délinquance routière. Au niveau de la police, comme je vous disais, c'est un renforcement, bien sûr, de ces mesures, c'est-à-dire renforcement au niveau de contrôle, renforcement, bien sûr, au niveau de la sensibilisation, que d'ailleurs nous allons faire à travers les médias. Nous avons également des programmes axés sur les élèves dans le milieu scolaire. Nous visons bientôt sensibiliser au niveau des jeunes parce que la sécurité routière, si vous voulez, c'est une culture. Si l'enfant, dès le bas âge, comprend les dangers de la sécurité routière, ça lui servira beaucoup de choses à l'âge adulte. Au-delà de Djibouti-Ville, la sécurité routière revêt une importance croissante sur la route nationale 1. Cette voie allant du poste kilométrique ou PK12 jusqu'à Galafi et traversant des zones sensibles comme Wea et Gorabous est sécurisée par la gendarmerie, en particulier l'unité de l'escadron de la sécurité routière de la gendarmerie nationale. Cet axe est crucial pour l'économie nationale, représentant le principal corridor logistique entre Djibouti et l'Éthiopie, deux pays unis par des liens économiques étroits. Plus de 4000 véhicules, principalement des camions poids lourds, empruntent chaque jour cette route stratégique. La vigilance est donc essentielle et c'est l'escadron de la sécurité routière de la gendarmerie nationale qui incarne cette surveillance continue. La mission principale de l'ESR, l'escadron de la sécurité routière de la gendarmerie, est de sécuriser la route nationale 1 et d'assurer la fluidité de la circulation sur cette voie. De plus, l'escadron est chargé de constater les accidents, d'assurer l'escorte des camions de grande taille et de ceux transportant des marchandises sensibles. L'ESR est composé d'agents, d'hommes et de femmes qui font preuve d'un engagement remarquable pour garantir la sécurité des usagers de la route menant de PK12 jusqu'à la frontière Galafi. Les membres de l'ESR sont déployés sur tous les fronts pour lutter contre l'insécurité routière.
Conscient des enjeux de sécurité, l'unité de l'escadron de la sécurité routière de la gendarmerie nationale est équipée de matériel de pointe, essentiel pour mener à bien ses missions de sécurisation sur cet axe crucial. L'escadron dispose d'une flotte de véhicules adaptés aux conditions de terrain, notamment un remorqueur pour évacuer les camions accidentés, des grues pour dégager rapidement les routes en cas d'accident, ainsi que la mise en place récente de la digitalisation des processus de gestion des infractions routières et des accidents visant à améliorer la traçabilité, l'efficacité administrative et la réactivité. Ce renforcement logistique a considérablement amélioré les capacités de réponse de l'escadron. L'escadron sécurité routière opère en permanence sur l'axe principal les plus fréquentés de la route nationale numéro 1 pour répondre aux préoccupations croissantes liées aux accidents de la route et de la sécurité des usagers. Cet escadron a connu une évolution significative visant à améliorer la sécurité et la fluidité du trafic sur le corridor reliant Djibouti à l'Éthiopie. Il dispose de 3 brigades et des postes routiers le long de ces corridors pour assurer une couverture efficace de la zone de compétence. Malgré ces efforts, les accidents de la sécurité routière demeurent fréquents sur le corridor. Pour répondre aux enjeux de la sécurité, l'escadron sécurité routière a mis en place plusieurs actions concrètes, notamment le renforcement du contrôle routier, en particulier sur la vitesse et l'alcoolémie. L'escadron utilise des équipements tels que les cinémomètres pour détecter l'excès de vitesse et l'alcotest pour identifier les conducteurs sous l'influence des alcools. Mais également aussi, elle mène des campagnes de sensibilisation. Les gendarmes routiers intensifient les efforts de contrôle régulier sur les axes à fort trafic. Chaque jour, sans relâche, ces hommes et ces femmes en uniforme s'acquittent de leur mission. Quelles que soient les conditions météorologiques et face à tous les dangers, ils symbolisent la sécurité, la fluidité et la résilience d'un corridor essentiel. Grâce au nombre d'agents déployés sur le terrain pour sécuriser cette route, les embouteillages et les fermetures restent relativement rares. Cependant, l'imprudence de certains conducteurs continue de coûter la vie à plusieurs automobilistes. Il est crucial que chaque usager de la route prenne conscience de sa responsabilité et agisse pour assurer la sécurité de tous. Ensemble, nous avons la capacité de faire de Djibouti un exemple en matière de sécurité routière en Afrique. Et notre second magazine de ce 15h porte sur l'économie bleue. De quoi s'agit-il? Réponse dans cette séquence. Avec sa façade maritime de 314 km allant de la mer Rouge à l'océan Indien en passant par les détroits de Bab el-Mandeb, avec son littoral et ses ressources énergétiques et halieutiques, la République de Djibouti jouit d'un capital maritime important. Djibouti a pris l'engagement de faire de l'économie bleue un moteur de croissance et de développement durable des secteurs productifs comme la pêche, l'aquaculture, le tourisme, les transports, la construction navale, l'énergie, la bioprospection, l'exploitation minière sous-marine et les activités connexes. À travers cette stratégie, le gouvernement entend créer les conditions pour l'attractivité des investissements publics et privés nationaux et internationaux pour sa mise en œuvre. Le développement de l'économie bleue étant une véritable opportunité pour la diversification de l'économie de notre pays. Djibouti, en fin du mois de mai en 2023, cette année, a développé sa propre stratégie nationale de l'économie bleue. Cette stratégie est calée à la stratégie régionale de l'Union africaine qui a été développée en 2021, qui a été adoptée le 1er avril 2022. Notre stratégie présente une vision ainsi que des principes directeurs et des objectifs stratégiques. Avant la validation de cette stratégie nationale, qui a été validée au cours d'un atelier, de validation durant 3 jours, avant cette validation, il y a eu tout d'abord un atelier de concertation qui a permis d'identifier l'ensemble des acteurs prenants et les acteurs clés et les parties prenantes qui interviennent dans ce secteur de l'économie bleue. Comme vous le savez, le secteur de l'économie bleue est un nouveau secteur. Mais il faut savoir que le secteur, quant à lui,
englobe des secteurs traditionnels qui existaient, mais aussi d'autres secteurs qui font l'émergence de nouveaux secteurs qui émergeaient. Par la suite, au mois de mai, la stratégie a été adoptée par l'ensemble de ces acteurs clés. Et la stratégie présente aujourd'hui 3 principes directeurs ainsi que des objectifs stratégiques qui permettent à ce que l'ensemble des acteurs qui ont été identifiés intègrent. Pour concrétiser la fiabilité et la mise en œuvre de la conférence sur les stratégies régionales de l'économie bleue qui s'est tenue en avril 2022 à Addis Abeba, le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec l'autorité intergouvernementale pour le développement avait élaboré un atelier de validation et d'adoption de la stratégie nationale d'une durée de 10 jours à l'ensemble des secteurs traditionnels de l'économie bleue qui s'est clôturé au Sheraton Hotel. L'objectif de cet atelier consiste à sensibiliser les intervenants au renforcement du rôle de l'économie bleue dans le développement durable comme moteur de croissance. L'initiative Croissance Bleue est un cadre accompagné et appuyé financièrement par la Suède dans la région de l'IGAD qui comprend 8 pays. Stratégie nationale de l'économie bleue. En tant que participant des régions côtières, M. Maki Gaba a indiqué que le concept de l'économie bleue incorpore une nouvelle approche dans les exploitations économiques durables des ressources des océans, des lacs, des rivières et autres plans d'eau et la conservation des écosystèmes aquatiques. Les secteurs identifiés comme relevant de l'économie bleue à Djibouti sont entre autres les activités portières et maritimes, la pêche, l'exploitation du sel, la société Zibar pour l'exportation des produits halieutiques, Djibouti Telecom pour ses canaux essentiels pour le transport de flux informations. Près de 500 câbles traversent nos profondeurs maritimes pour transmettre des données. La santé des océans, des côtes et des écosystèmes d'eau douce est primordiale pour la croissance économique et la production alimentaire, mais elle est également essentielle à la lutte contre les réchauffements climatiques. L'économie bleue est très importante. Ce concept a été lancé pour la première fois en 2012 lors du 10e anniversaire du sommet de Rio. Il y a eu une réunion au Brésil, à Rio de Janeiro. C'est lors de cette conférence mondiale qu'a été lancé pour la première fois ce concept d'économie bleue. Et Djibouti a la chance d'avoir d'abord un milieu marin, nous sommes un pays côtier, mais surtout dans notre pays, le milieu terrestre les ressources naturelles sont moins importantes dans le milieu terrestre du fait de la désertification. Nous avons une pluviométrie qui est très faible. Nous n'avons pas des lacs, nous n'avons pas des rivières, donc il est difficile de développer par exemple l'agriculture, qui est la principale activité économique dans les pays africains. Par contre, nous avons un milieu marin qui peut nous donner l'opportunité de se développer encore plus sur le plan économique. Donc déjà, l'IGAD a développé une stratégie régionale d'économie bleue. Et à la suite de cette stratégie régionale, chaque pays a développé une stratégie nationale. Et Djibouti, comme tous les pays membres de l'IGAD, avec le soutien de l'IGAD, a développé une stratégie nationale de l'économie bleue. Et cette stratégie met l'accent sur les opportunités dont puisse bénéficier Djibouti en tant que pays côtier. La viabilisation de ces projets novateurs économie bleue est une source d'espoir pour une diversification durable de l'économie djiboutienne. Nous ne pouvons pas être aussi pauvres alors que nous disposons des mers aussi riches. C'est pourquoi que notre pays doit se développer dans le domaine de l'économie bleue durable pour que toutes les activités économiques dérivant de la mer puissent profiter à la population. Nous passons directement à l'actualité régionale et internationale. Au Rwanda, le Rwanda ambitionne de devenir un hub africain pour le développement des satellites. L'annonce a été faite lors d'une table ronde organisée par The New Times sous le thème « L'espace pour l'impact, l'écosystème spatial rwandais et l'économie spatiale africaine ». À cette occasion, l'agence spatiale rwandaise a présenté les grandes lignes de sa stratégie pour les 5 prochaines années. Parmi les partenariats phares figure la société tech TRL Space qui a choisi Kigali comme base pour développer un écosystème spatial complet incluant la fabrication, l'exploitation des satellites ainsi que la fourniture de services au marché africain.
Je vous le disais dans les titres, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a donc annoncé aujourd'hui, il a appelé à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, mettant en garde contre l'aggravation des pertes humaines et des destructions alors qu'Israël entame des opérations visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza. Il a également exhorté Israël à renoncer à ses nouveaux projets de colonisation en Cisjordanie qu'il a qualifié de violation du droit international et contraire aux résolutions des Nations Unies. Et pour clore ce journal, 1,45 million d'agriculteurs africains redessinent le commerce sur le continent. Donc, ces travailleurs africains participent aujourd'hui à une véritable transformation du commerce sur le continent grâce à un réseau de 700 organisations agricoles reparties sur 29 pays. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, environ 125 millions de personnes dans le monde dépendent du café pour vivre, mais le secteur est confronté à des défis majeurs, notamment des prix trop bas. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis.